Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour me représenter, Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette conférence avec Alain Martineau, directeur technique chez Airpur, entreprise de ventilation, sur notamment l'importance de la ventilation dans un projet de rénovation énergétique. On sait très bien, lorsqu'on parle de rénovation énergétique, on pense souvent aux façades, à l'isolation, au changement de chaudière, mais il y a également la ventilation à traiter afin de ne pas générer de problèmes que le bâtiment n'avait pas initialement. Donc Alain, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Alain Martineau, donc le directeur technique de la société Airpur Ventilation, qui est une filiale qui a été créée il y a 8 ans maintenant, au sein d'un groupe qui est leader dans le ravalement de façade, l'isolation thermique par l'extérieur, qui est le groupe Coulon. Donc Airpur a été dédié pour venir compléter cette enveloppe énergétique globale, donc avec tous les systèmes de ventilation. Donc on va pouvoir passer à la prochaine. Voilà, donc on a créé Airpur, on a démarré Airpur en 2005, donc j'ai présenté, ça fait partie du groupe Coulon. Aujourd'hui, Airpur, c'est 15 collaborateurs qui rayonnent sur tout Paris et toute l'Île-de-France. On est spécialisé en rénovation énergétique en copropriété, tous travaux, que ce soit de l'expertise à la préconisation, à la réalisation. On a aussi un département maintenance et entretien, une fois les installations réalisées. Et voilà, merci. Non, c'est bon. Donc, pour vous parler un petit peu de la ventilation, aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur la ventilation, il y a deux axes majeurs. C'est la qualité de l'air, bien évidemment, et associé à ça, c'est tout ce qui va être économie d'énergie que l'on peut réaliser. Avec tous ces systèmes nouveaux de ventilation, vous avez sûrement dû entendre parler d'hydro-réglables et ainsi de suite. En priorité, nous, ce que l'on présente, c'est que sur la ventilation, c'est surtout l'hygiène, la santé, dans les logements, avec tous les polluants que l'on utilise. Les systèmes aujourd'hui de ventilation existants, surtout naturels, sont peu ou pas efficaces, puisque pour la plupart, maintenant, on essaye de s'enfermer chez soi avec tout ce qui est fenêtre et ainsi de suite. Il faut que le système de ventilation soit performant. Et donc, en fait, une ventilation qui n'est pas maîtrisée, c'est aussi pas mal de moisissures, de désagréments, de problèmes d'hygiène et voire de santé. Voilà. Donc un logement bien ventilé par définition, c'est important. Si au-delà de cette ventilation, on peut y apporter des économies d'énergie par les systèmes performants, c'est ce que l'on verra, c'est un plus. On va vous présenter, on va dire, deux ou trois systèmes de ce que l'on voit le plus fréquemment sur des installations qui sont faites en copropriété de par des systèmes de ventilation naturelle. Là, vous avez une photo d'une rénovation complète que l'on a fait sur une copropriété qui était équipée de ventilation dite naturelle, sans aucune maîtrise des débits. Et donc là, vous voyez, on a posé 32 moteurs sur la toiture, avec un système hybride. Donc c'est ce que l'on voit le plus souvent aujourd'hui en copropriété. Alors, pour faire simple, après on échangera sur les questions, le système hybride, comme pour les voitures, on utilise deux énergies. Soit les moteurs, soit les forces motrices, le vent, la température. Donc en fonction des horaires, en fonction de certains paramètres, on peut ou pas faire fonctionner ces moteurs. Donc là aussi, on a un cadre d'économie d'énergie. Voilà, donc là c'est une réhabilitation. Et en plus, sur cette copropriété qui est dans le 78 à Conflans, il y a une particularité, c'est qu'au-delà de traiter la ventilation, on traite aussi le monoxyde de carbone, puisqu'on récupère aussi les chaudières individuelles dans les cuisines des appartements. Donc on traite aussi avec ce système le monoxyde de carbone. Voilà. Une autre réalisation que l'on a fait à Issy-les-Moulineaux dans le 92, où là aussi on a équipé d'un système de ventilation des conduits de ventilation naturelle. Donc vous avez voilà, les deux exemples bien précis, où là le système hybride n'a pas été retenu pour de multiples raisons. Et donc vous voyez, vous avez un système qui vient récupérer les conduits avec, par contre, là, un moteur qui vient récupérer plusieurs conduits avec des réseaux de gaines. Et ce qui fait qu'on va ventiler toutes les pièces, les salles de bain, les cuisines et les WC, toujours bien évidemment en hydro-réglable pour que la copropriété puisse bénéficier de subventions et pour maîtriser les débits dans les logements et faire aussi des économies d'énergie. Il faut savoir que toutes les réalisations que nous avons faites
sur les copropriétés, bien évidemment, sont en hygroréglables, pour pouvoir faire bénéficier les copropriétés de subventions. Voilà. On vous a mis un petit exemple que vous puissiez voir un petit peu. Ça, c'est un système de ventilation. On a mis les années 80. Alors effectivement, une installation dans le 92, il me semble, de 1983. Donc vous voyez, avec un réseau en acier qui est complètement corrodé, abîmé, percé. On ne le voit pas là trop bien sur les photos, mais voilà, avec des fuites partout. Donc à rénover intégralement. Donc là, on est sur une VMC existante déjà. Donc à la création de l'immeuble, ils avaient déjà pensé à faire un système de VMC, mais il n'en demeure pas moins qu'au bout de quelques années, enfin, au bout d'une quarantaine d'années, il faut le remplacer, le rénover, pour passer aussi en hygroréglable. Merci. Et voilà, le même système, donc c'est à Puteaux, voilà, là c'est beaucoup plus parlant. Donc là, c'est une installation, alors les photos sont un peu compressées, on ne se rend pas bien compte, mais voilà, le même réseau entièrement rénové, que l'on a réalisé sur il y a 4 bâtiments et que l'on a rénové en hygroréglable avec des caissons de ventilation basse consommation qui eux aussi vont adapter leur fonctionnement en fonction du taux d'hygrométrie qui est dégagé dans chaque logement. Voilà. Donc après je vous expliquerai s'il y en a qui veulent savoir quel est le fonctionnement. Donc voilà un petit peu nos réalisations et ce que l'on fait sur les copropriétés. Voilà. Alors, on va pouvoir prendre des questions. Moi, j'ai une première question pour vous, Alain. On a vu des systèmes en toiture. Comment vous intervenez justement au sein des logements pour installer ces VMC? On fonctionne d'une certaine façon. Dans la majorité des cas, on intervient toujours en partie commune. On traite d'abord tout ce qui est motorisation. Donc tout ce que vous avez vu sur les toits, on installe les moteurs, on met en route. Ensuite, on fait un affichage dans les logements pour intervenir dans les logements pour 2 raisons. Pour être sûr que lorsqu'on installe les bouches dans les logements, on ait déjà la nouvelle motorisation et qu'on puisse s'assurer et vérifier que partout où on intervient, ça fonctionne. Et pour éviter de redéranger plusieurs fois les occupants, en effectuant des prises de pression et des prises de mesure pour s'assurer que le système qu'on a installé sur les toits fonctionne correctement et dans les valeurs que le fabricant nous a imposées. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Il y a madame juste devant et après ce sera monsieur. Oui. Donc je recommence, oui c'est mieux, je recommence très vite. Donc une question à 2 niveaux. 1, si on a des fenêtres dans les cuisines, salles de bain, WC, est-ce qu'il faut quand même une ventilation? Si oui, quand il n'y a rien au préalable, qu'est-ce que ça suppose comme travaux dans chaque appartement pour installer cette ventilation? Alors, ça, c'est ce que l'on appelle nous dans la phase d'audit avant travaux. On intervient, on fait un audit soit de l'ensemble des logements selon le nombre ou d'un pourcentage. On propose un système, ce que l'on appelle clé en main, c'est-à-dire que le principe de la ventilation, je vais le résumer assez rapidement, on extrait l'air vicié par les pièces humides, salle de bain, cuisine, WC, et on apporte l'air neuf par les pièces sèches, salon et chambre, ce qui crée un balayage et un renouvellement d'air. Ça, c'est la réglementation selon le DTU. Si les appartements n'en sont pas équipés, donc dans les pièces sèches, on va créer des mortaises sur les fenêtres ou sur les coffres de volets roulants. Donc on va percer la fenêtre d'une certaine façon, ou le coffre de volets roulant, de manière à installer une entrée d'air que tout le monde a dû voir chez soi, qui est un petit élément rectangulaire, qui va permettre de laisser rentrer de l'air à un certain débit. Si vous avez des fenêtres qui sont dans les pièces humides, c'est-à-dire dans la cuisine, et qui sont déjà équipées d'entrée d'air parce que le fabricant ou que le menuisier les a installées, alors là par contre c'est l'inverse, il faudra les obturer. On ne peut pas avoir et une extraction et une amenée d'air neuf dans la même pièce, sinon on va circuler dans la même pièce, on ne renouvellera pas. Associé à cela, il faut avoir aussi ce que l'on appelle le détalonnage des portes intérieures, d'une certaine hauteur, généralement 1 cm, de manière à ce que, même porte fermée, ce balayage se fasse entre les pièces sèches et les pièces humides. Merci Alain. Monsieur juste devant avait une question. Vous nous avez montré les installations en extérieur. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous êtes obligé de rechemiser les conduits? Non. C'est d'ailleurs pour ça que l'on vous a proposé ces systèmes-là sur les conduits de ventilation naturelle, notamment les conduits shunt. Alors il y a 2 types, hein, shunt ou individuel. Et c'est pour ça que sous avis technique, on ne propose que des solutions sous avis technique. La ventilation
motoriser un conduit de ventilation shunt, on ne peut le faire qu'en ventilation dite basse pression. Voilà. C'est pour cela, d'ailleurs, que l'on ne va pas ni chemiser, ni tuber, ni faire quoi que ce soit, parce que la basse pression est autorisée sur les conduits de ventilation. Merci. Monsieur derrière avait une question, non? C'est bon, bah madame alors. Alors, les moteurs en toiture, je parle sur les systèmes basse pression, sont relativement faiblement bruyants, de par leur nom. De toute façon, c'est de la basse pression. Ce qui crée un bruit, enfin ce qui génère un bruit, c'est souvent la pression, qu'elle soit sur le rejet ou sur l'extraction. Donc là, comme on a des ventilateurs, que ce soit la première photo que je vous ai montrée avec les petites tourelles, donc ce sont des moteurs qui tournent lentement. Je vous ai expliqué qu'ils ne tournaient pas en plus tout le temps. Donc on est en tout cas dans les normes raisonnables. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que sur la basse pression hybride, on est inférieur à 40 décibels en toiture. Voilà. Ce sont des données qu'on retrouve après pour l'ensemble des fabricants généralement, qu'on soit sur basse pression. De toute façon, voilà, dans les fiches techniques du matériel que l'on transmet, il y a les normes acoustiques et des ventilateurs en toiture et des bouches d'extraction aussi dans les logements. Voilà. Oui, bonjour. C'est un complément de question par rapport à ce que vous avez expliqué. Donc vous avez bien expliqué comment est l'arrivée d'air, oui. Après la sortie d'air, parce que pour des bâtiments haussmanniens, évidemment, il n'y a absolument pas de tuyaux en fait. Hein. Donc comment est-ce qu'effectivement vous allez équiper les pièces justement d'extraction, donc vous avez dit les toilettes et puis les salles de bain, oui. Pour effectivement sortir cet air? Alors là, les exemples que l'on a montrés, bien évidemment, c'est dans des cas de figure où l'immeuble, la construction est équipée de conduits. Si dans un haussmannien, vous pouvez être équipé de conduits dits mitrons, c'est-à-dire des individuels que l'on voit en toiture, vous savez, avec les petits pots en terre cuite orange. Si vous avez un conduit dans le logement, on peut faire de la ventilation. Voilà. Après, évidemment, s'il n'y a pas de conduit qui débouche en toiture, les systèmes que l'on a présentés, c'est des cheminées, on peut les réutiliser. On peut les réutiliser aussi. Ou autrement, après, si ce n'est pas possible, on peut proposer, là c'est ponctuel et c'est au cas par cas, un système dit individuel, où l'on va créer un système pour l'appartement et qui se terminera par un carottage en façade d'un certain diamètre pour pouvoir rejeter l'air vicié du ventilateur. Voilà. Merci. Alors, il y a le monsieur juste là, et après, ce sera madame debout. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé des problèmes de canalisation. J'ai bien compris qu'en toiture, on mettait des blocs moteurs. Après, il faut aller au niveau des appartements. Oui. Donc, imaginons un immeuble datant des années 60, donc pas haussmannien, mais immeuble des années 60. S'il n'est pas équipé de canalisation, comment peut-on faire? Est-ce qu'il y a quand même des solutions? Alors, ce n'est pas le fait qu'il soit haussmannien ou pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si l'immeuble n'est pas équipé de conduits, dans la phase étude, on va essayer de proposer des solutions. On a réalisé il y a quelque temps, par exemple, sur des pignons, sur un immeuble où les pignons, enfin les salles de bain et les toilettes étaient en pignons, et donc dépourvues de conduits, parce que la réglementation imposait avant 68 que si une pièce humide était équipée d'un ouvrant, c'est-à-dire d'une fenêtre, on n'était pas obligé à la construction de lui emmener un conduit de ventilation. Puisqu'avant, la ventilation n'était pas permanente, elle était ponctuelle. Donc là, maintenant, comme on est permanent, l'ouvrant ne sert plus à rien. Donc là, par exemple, on a trouvé la solution de passer une gaine sur la façade que l'on a réussi à intégrer dans l'ITE, dans l'épaisseur de l'ITE. Donc elle est invisible et elle permet de ventiler par l'extérieur les salles de bain et les WC qui n'étaient pas pourvues de conduits. Après, ce sont des solutions au cas par cas. Voilà. Madame? Non, madame, juste derrière toi. Ouais. Bonjour, merci. J'ai deux questions. Est-ce qu'il faut toujours avoir cette ventilation dans le plafond ou on peut avoir la ventilation dans le sous-sol? Première question. Deuxième question, dans un projet de rénovation globale, faut-il commencer par les fenêtres ou faut-il commencer par la ventilation? Alors, pour répondre à votre première question, je dirais qu'il n'y a pas d'endroit spécifique, que ce soit un sous-sol ou un duplex ou n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est ventiler le logement, quel que soit son emplacement. Il faut ventiler le logement et l'endroit où on vit. Après, nous réalisons d'autres types de ventilation. On fait des ventilations de caves dans Paris pour faire chuter les taux d'humidité, pour que les caves, les gens puissent y stocker des choses sans qu'elles moisissent, ainsi de suite. C'est d'autres systèmes de ventilation. Après, je dirais que l'emplacement du logement n'a pas trop d'effet. Pour votre deuxième question, moi je pense qu'au-delà de la rénovation énergétique, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qui est primordial, c'est la qualité de l'air.
Donc je ne vais pas prêcher pour ma paroisse en disant qu'il faut d'abord faire la ventilation, mais avant de penser au projet global de rénovation, déjà, si la ventilation peut être mise en place pour une meilleure qualité d'air dans l'appartement, c'est mieux. Parce qu'effectivement, quand je vous disais tout à l'heure qu'on a tendance à s'enfermer dans cette cocotte minute avec les fenêtres, avec les doubles vitrages, et ainsi de suite, si déjà il y a une ventilation performante, ça permet de mieux appréhender après les problèmes dans le logement. Et peut-être en parallèle, pour préciser, dans le cadre d'un projet de rénovation globale, j'imagine que vous êtes accompagné par un maître d'œuvre. Donc c'est eux aussi qui vont définir qui interviendra à quel moment dans ce projet. Une autre question Oui, il y en a plein. Monsieur devant, et après on passe à ma gauche. Dans la plupart des temps, vous arrivez à installer la machinerie, disons, en toiture ou... Alors, dans la plupart des cas, oui. Comme je vous le disais, dans la plupart des cas, quand on est en rénovation sur conduits existants, les conduits sont en toiture, débouchent en toiture. Dans le dernier cas que je vous ai présenté, où on a rénové une ventilation déjà existante dans les années 80, il y a eu aussi des cas de figure dans la région parisienne, très peu dans Paris, où ce que l'on appelait de la VMC inversée, c'était pour des raisons d'esthétique, où le groupe de VMC se trouvait au sous-sol. Dans le même cas, on le rénove de la même façon. Voilà. Là, en fait, si on part d'un principe de ventilation naturelle, bien évidemment, vous aurez toujours les conduits en toiture. Oui. Merci. Oui, madame. Oui, oui, dans les combles aussi, bien sûr. Alors, le monsieur avec le pull violet, ouais. Merci. Oui, bonjour. Bon. Ma question, quelle est la part de perte de chaleur qu'il peut y avoir en hiver par rapport à la ventilation? Et à l'inverse, est-ce que ça ventile bien pour l'été, à savoir est-ce que ça extrait bien la chaleur, l'excès de chaleur? Et j'ai une dernière question. Concernant, existe-t-il des instruments de mesure pour connaître la qualité de l'air dans l'appartement ou dans l'immeuble, accessible à tout le monde? Oui, alors, pour répondre à votre première question, deux retours de plusieurs de nos clients, propriétaires ou conseils syndicaux, il faut bien prendre en compte que la ventilation, la VMC, telle que l'on la présente aujourd'hui, ce n'est pas du rafraîchissement, ce n'est pas de la climatisation. Il faut bien faire la parenthèse. On ne fait pas de froid. Par contre, oui, en extrayant l'air vicié, on va extraire cet air qui est à température. Par contre, la raison aussi, c'est que si on est en simple flux et que l'on admet de l'air par les pièces sèches, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si on est en période de canicule à l'extérieur, on va bien admettre de l'air à cette température-là. Donc, le but premier, c'est de renouveler l'air. Maintenant, abaisser les températures, c'est moins certain, bien évidemment. Ensuite, l'hiver, oui, je dirais qu'aujourd'hui, la VMC, surtout hygroréglable, qu'elle soit de type A ou de type B, c'est son principe, et maîtrise bien mieux les débits que les systèmes de ventilation naturelle, qui à l'époque n'avaient pas pour fonction de maîtriser les débits. On ventilait en vrac. Quand on était dans les périodes très froides, où là, le tirage thermique fonctionnait bien, là par contre on pouvait avaler tout le chauffage. Je reprends l'exemple de la dernière VMC que je vous ai montré dans les années 80, où là par contre on surconsommait énormément parce qu'on avait des appareils qui tournaient à fond. Et on a un exemple que l'on cite souvent, on a rénové une copropriété un peu comme celle-ci dans le 78, où les moteurs aspiraient tellement dans les logements que l'on a baissé la température, on a baissé la température l'hiver de 2 degrés. C'est énorme dans les logements. Parce que là, c'est l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que là, en période d'hiver, s'il fait 0 degré dehors, plus vous mettez de dépression dans le logement quand c'est pas maîtrisé, plus vous faites de rentrer de l'air froid. Voilà. Pour vos appareils de mesure, oui, pardon, il existe ce que l'on appelle, ce que l'on utilise, vous avez l'idéal en ventilation, c'est de mesurer les pressions. Donc vous avez des déprimomètres qui existent de toute taille, que vous pouvez acheter dans le commerce. Et on mesure les pressions en pascal. Voilà. Donc pour un système basse pression, si vous voulez savoir, dans les cuisines, salles de bain et WC, sur de l'hybride, les fourchettes de fonctionnement, comme c'est de la basse pression, sont comprises entre 7 et 30 pascal. Voilà. Merci. Je vous en prie. Madame, juste derrière. Il fait chaud. Concernant le renouvellement de l'air, je parlais avec une amie hier qui est en train de faire les travaux et
elle sait qu'elle doit renouveler l'air, mais elle veut faire pièce par pièce. Et j'expliquais qu'il faut mieux avoir une sorte de flux qui traverse toute la maison. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Pourquoi il ne faut pas renouveler chaque pièce? On peut renouveler pièce par pièce avec des moteurs différents. Ça fait 3 moteurs, à minima sur 3 pièces humides. Je comprends tout à fait, on le voit tous les jours, je comprends le problème de l'esthétique à faire passer certaines canalisations entre la cuisine et la salle de bain. Mais par contre, d'un point de vue résultat aérolique, et là je vous parle moi, je mets de côté l'esthétique, je vous parle vraiment en tant que professionnel, il n'y aura pas de commune mesure sur le résultat entre un appareil vraiment dédié à faire de la ventilation globale par rapport aux petits ventilateurs ponctuels que l'on peut trouver dans les magasins de bricolage que l'on va installer pièce par pièce. On n'a pas du tout le même résultat. Voilà. Madame ? Bonjour. Bonjour, madame. Dans le cadre d'une rénovation globale d'un immeuble, vous pourriez préconiser une ventilation double flux? Alors oui, double flux, oui, sachant que on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est vraiment extrêmement spécifique, puisque là on n'a parlé que de simple flux. Le double flux, il faut savoir que dans une copropriété, c'est difficilement réalisable parce que ça va engendrer des travaux colossaux, puisque là je parlais en simple flux d'emmener l'air simplement par des pièces sèches. Là en double flux, notamment à haut rendement, puisque pour bénéficier des économies, ça veut dire que tout le système de soufflage et d'apport d'air neuf passe par la centrale qui est sur le toit, et on est obligé d'emmener des gaines et des tuyaux dans toutes les salles, enfin dans tous les salons et toutes les chambres, par des gaines. C'est-à-dire qu'on double le système. Vous avez un système aujourd'hui existant sur l'extraction, il faut créer le même sur l'apport d'air neuf. Donc double flux en copropriété, si ça n'a pas été fait à la construction, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Et alors, si vous avez le choix entre une simple flux Y-A ou Y-B, qu'est-ce qui vous ferait plus choisir l'une par rapport à l'autre? Alors moi, je vais vous dire mon point de vue, une fois de plus par expérience. Nous, et je parle pour vous en copropriété, je vais proposer, et je ne propose d'ailleurs que de l'Y-A. Pourquoi? L'Y-B est plus performant, légèrement plus performant, puisqu'on va ajuster le taux d'hygrométrie sur les entrées d'air, bien sûr. Sauf que le problème, c'est qu'un système, aussi performant soit-il, doit être suivi et entretenu par la suite. Et le gros problème, c'est que pour intervenir dans les logements en copropriété, c'est très compliqué. Si ce système n'est pas entretenu régulièrement, si les portes ne s'ouvrent pas, si on ne peut pas rentrer chez les gens pour le vérifier, ne serait-ce que tous les 3 ans ou tous les 5 ans, je pense que ça ne sert à rien. Surtout, une bouche d'extraction qui va être encrassée, bon, passe encore, elle va toujours aspirer, mais une entrée d'air qui s'encrasse totalement et qui ne fonctionne plus, qui n'admet plus d'air neuf, ça a des conséquences bien plus graves. Donc par définition, ce n'est pas pour une histoire de système, mais comme je sais pertinemment que ça va être très compliqué de retourner dans le logement en copropriété, je préconise de l'Y-A. Voilà. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour madame. Je voulais parler de la maintenance. Oui. Parce que c'est ce que vous avez expliqué. Le rythme de la maintenance, c'est une idée du coût d'une VMC qui serait passée sur le toit. Alors, si c'est un système de basse pression, comme j'ai présenté le premier exemple tout à l'heure avec les tourelles, si on est sur du sanitaire, c'est-à-dire pas l'exemple que j'ai proposé où il y a des chaudières, puisque là, la réglementation nous impose un entretien annuel à cause du gaz, enfin du monoxyde. Mais si vous aviez une copropriété avec un chauffage collectif et qu'on a le même système, que nous ayons, le même système pour des salles de bain, cuisine, WC, là, l'entretien est quinquennal. Donc, le nettoyage des tourelles et le ramonage des colonnes se fait tous les 5 ans. Nous, Airpur, proposons cette option de mettre tous les 5 ans le passage dans les logements pour contrôler justement que les bouches que l'on a installées ne soient pas encrassées, pas démontées par un changement de propriétaire qui altérerait un déséquilibre de colonne. C'est toujours la suite et la pérennité de ce système. Voilà. Je vous en prie. Donc bien prendre en compte le système de maintenance post-pose des systèmes de ventilation. Bien sûr. Monsieur, après ça sera vous.
si il y a une rénovation qui est faite sur une façade, donc il y a forcément une incidence sur la ventilation, il faut peut-être s'occuper de la ventilation. Donc à ce moment-là, comment est-ce que vous coordonnez avec, mettons, un architecte qui ferait les aspects de rénovation, à moins que vous fassiez vous-même les deux aspects? Un exemple tout simple, je reprends l'exemple de Conflans dans le 78, où donc on a du monoxyde de carbone dans les logements, par les chaudières, où donc là, il y a une organisation qu'on a mis en place avec le maître d'œuvre et le ravaleur, parce qu'en ventilation gaz, à l'époque, vous aviez des ventilations hautes et basses naturelles sur les façades des cuisines, justement pour le gaz. Donc là, elles vont être obturées par le ravalement. Donc là, il y a une organisation qui est mise en place pour que nous passions avant, mettre les moteurs en place et en route. Donc on n'est plus sur du naturel, on est sur du mécanique. Donc là, la réglementation autorise à ce que si les moteurs fonctionnent, le ravaleur puisse obturer les grilles en façade sans qu'il y ait aucun risque d'intoxication. Voilà. Madame Devant. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu mieux ce que c'est les systèmes hybrides, concrètement? Alors le système hybride, c'est un système qui va donc utiliser deux principes. La motorisation, donc par une dépression liée, et le tirage thermique. Donc là, le système VTI, lui, va utiliser, en fonction d'une sonde de température extérieure et d'un anémomètre, il va analyser en temps réel la vitesse du vent et la température extérieure. Donc, par exemple, ce système-là, en dessous de 5 degrés, on considère que le tirage thermique, l'élévation de chaleur, peut se faire toute seule, comme elle se faisait avant, et que donc, on n'a pas besoin de faire fonctionner les moteurs. Donc on n'a pas besoin d'assistance mécanique. Donc là, les moteurs s'arrêtent. Si l'anémomètre tourne à une certaine vitesse, qu'on a une certaine force de vent, là c'est pareil, les moteurs vont s'arrêter et la force du vent va faire que le tirage va fonctionner. Par contre, on a des heures de pointe. Les heures de pointe, c'est les heures que l'on a tous dans notre vie, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir, les douches, les bains, les enfants, la cuisine. Donc là, on entre dans les paramètres de gestion de tous ces moteurs, des heures de pointe, où là, on va dire 11h30, 14h, là, on est en vitesse maxi, les moteurs, quoi qu'il en soit, pour pallier à tous les besoins. Et le soir, pareil, et ainsi de suite. Voilà, voilà l'hybride. Merci. Ah, le monsieur juste derrière toi. Merci, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous faites quelque chose pour les trappes d'évacuation des fumées dans les escaliers? Parce que chez nous, par exemple, ça amène une grosse déperdition d'énergie. Ça reste ouvert en permanence et voilà. Alors, tout ce qui est ventilation palière et n'est pas lié à la même réglementation que la ventilation logement, on ne mécanise pas, proprement dit, de ventilation palière. Au mieux, selon les configurations d'immeubles, si on est en IGH, elles sont mécanisées, mais pour le désenfumage. Et par définition, vous ne pouvez pas les obturer. Je sais que ça refroidit beaucoup les cages d'escalier, mais il n'y a rien de prévu, ni par le DTU, ni par la réglementation ventilation, pour ventiler les cages d'escalier. Elles sont ventilées naturellement. Monsieur, juste devant. Non, juste là, à droite. Oui, bonjour. On a parlé à un certain moment de risque d'incendie lié aux ventilations. Qu'en est-il exactement maintenant? Y a-t-il des mécanismes de protection sur vos systèmes? La réglementation en ventilation logement est très simple. C'est-à-dire que les avis techniques et tous les caissons de ventilation tels qu'ils soient, que ce soit des tourelles ou que ce soit des caissons de VMC, qu'on soit en basse pression ou en ce qu'on appelle nous haute pression, pression normale, le ventilateur doit être classé C4. Son classement C4 fait qu'en logement, il doit tenir à une température supérieure ou égale à 400 degrés pendant 30 minutes. C'est-à-dire que s'il y a le feu dans un logement, les fumées doivent être aspirées et le ventilateur doit tenir et fonctionner, surtout s'il a une transmission poulie-courroie, il doit tenir à 400 degrés pendant 30 minutes. Si après il casse, le contrat est rempli. Si vous êtes en IGH, donc immeuble de grande hauteur, le classement est différent. C'est que là, vous avez un clapet coupe-feu, une cartouche coupe-feu, derrière chaque bouche de chaque pièce dans chaque logement. En IGH, la sécurité incendie se fait par logement, par pièce, et non pas sur le ventilateur. Voilà. Donc, normalement, si vous avez une VMC dans votre immeuble, le ventilateur doit être classé C4. Je n'ai pas entendu, excusez-moi.
Non, je voulais dire, quand vous installez un système, y a-t-il un système qui monitore le fonctionnement de la VMC, en fait, avec des alertes, des choses comme ça, qui peuvent être remontées aux habitants Alors, il y a certains fabricants qui s'y sont mis, notamment en VMC haute pression, et un des plus connus, avec qui on travaille, avec qui on est partenaire, en tout cas pour ma part depuis plus de 20 ans, c'est Aldes, qui a créé un système de contrôle à distance de ces ventilateurs par une application que vous pouvez avoir sur un smartphone ou sur un ordinateur, qui va vous proposer, sans monter sur le toit, d'avoir la vitesse de fonctionnement, la pression du ventilateur et l'intensité consommée du courant. Voilà. En fait, après, c'est représenté par 3 points. Vert, le ventilateur fonctionne conformément à ce qui lui a été pré-réglé. Orange, il fonctionne toujours, mais plus dans ses paramètres. Rouge, il est en panne, il est à l'arrêt. Voilà. Et c'est un système pour un caisson. Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on réduit nos émissions de carbone en simple flux? Dans le logement, oui. Dans le logement, oui, puisque le principe, c'est bien d'extraire l'air vicié pour apporter de l'air neuf. Après, la ventilation, par définition, rejette à l'extérieur cet air vicié. Donc en fait, on a plus intérêt à être en double flux de façon à minimiser notre impact carbone? En double flux, vous filtrez votre air neuf et vous filtrez aussi l'extraction. Donc effectivement, on peut penser que l'air est beaucoup plus pur et beaucoup plus filtré dans le logement avec du double flux, vous avez raison, oui. Avons-nous d'autres questions? Oui, madame devant. Il y en a apparemment, oui. Oui. Alors quand il y a du gaz pour cuisiner? Pour cuisiner, c'est un revenant avec la réponse que vous avez donnée tout à l'heure, que vous bouchez donc les entrées d'air hautes et basses du gaz. Donc vous installez donc une ventilation qui aspire. Oui. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec la haute? Si dans la cuisine il n'y a qu'un seul conduit dédié, que ce soit un conduit de ventilation sanitaire ou un conduit dit de fumée, si ce conduit dans la phase étude a été déterminé pour être récupéré par le moteur, et si la hotte est branchée dessus, il faudra la déposer. Une hotte à recyclage. Une hotte à recyclage pour la cuisine, mais si vous avez une hotte à évacuation qui est raccordée sur le conduit, s'il y a un projet de ventilation, il faudra déconnecter la hotte pour pouvoir installer la bouche de ventilation qui, elle, va aspirer la cuisine. Par contre, tout ce qui va être cuisson sera géré par la hotte. Oui. C'est ça. Ouais. On va prendre la question de la dame derrière. Bonjour, merci pour toutes ces explications. Bonjour, alors, moi, je suis syndic et j'ai un vrai sujet. C'est que dans des immeubles parisiens, plutôt haussmanniens, désormais, la tendance va à l'exploitation des combles. Donc, nous avons des combles qui sont aménagés par un tiers, un copropriétaire. Nous avons souvent des conduits de cheminée qui sont déposés, d'accord? Et donc, l'exploitation par les chapeaux, les micros n'est plus rendue possible. Quelles sont les nuisances réelles sur, effectivement, l'installation des caissons? Puisque les combles étant exploités par un tiers, et souvent les toits sont habillés par des lucarnes, des ouvertures, des puits de lumière, etc. Quelles sont les nuisances réelles et l'impact de l'installation des caissons sous toiture, et que se passe-t-il quand les combles sont aménagés et exploités par un tiers? Alors, si les combles sont aménagés alors qu'on aurait pu y faire ou qu'il y ait eu une ventilation existante, de deux choses l'une, on a eu des propositions en ce sens, c'est assez difficile à gérer. Soit on modifie l'installation de VMC existante, si c'est une installation de ventilation avec des gaines, et on dévoie au mieux les conduits pour permettre à ce tiers de pouvoir installer et d'accéder aux combles s'il les a rachetés. Après, ça reste une zone technique. Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que la ventilation, elle est collective à tout le monde. Chaque impact, ne serait-ce qu'individuel chez soi, a un retour sur l'ensemble des logements. S'il y a une action qui tend à modifier l'installation d'origine sur une installation de VMC, forcément, il y aura des impacts sur les résultats
surtout dans les points les plus bas. On n'obtiendra pas les débits, on n'obtiendra pas les pressions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aménager les combles quand on les achète, bien évidemment, c'est le souhait de beaucoup de personnes, mais ça reste une installation technique et dans la mesure du possible, il faut éviter de la modifier. Ou faire une étude en amont. Comment? On peut faire une étude en amont. Si, c'est ce que l'on fait. Voilà. C'est ce que l'on fait. On fait des études, des audits pour pouvoir... Du coup, là, c'est de l'intégration ou de la création de VMC dans les combles, c'est ça? La VMC, donc, il y a un souhait subsidiaire d'installer une VMC, d'accord, pour la totalité des lots. Et donc, ces combles étant déjà aménagés, la servitude du toit existe, mais quelles sont les nuisances? Où seront installés les caissons, puisque ces combles sont aménagés? Alors, et que leurs toits sont là, exploités. je vais essayer de vous répondre simplement, comme on disait tout à l'heure. Là, ça passe par vraiment un audit, puisque c'est spécifique. Ça va être en fonction de la toiture, de la dangerosité, de l'accès, parce qu'il n'y a pas que dans le cadre des travaux, puisqu'il faut penser à la suite. J'en parlais tout à l'heure sur notre stand. On peut installer un caisson de ventilation dans des règles, dans des contraintes extrêmes, avec un échafaudage, avec un cordiste, avec tout ça. Sauf que par la suite, il faudra l'entretenir. On a parlé de la maintenance. S'il est inaccessible, vous ne l'entretiendrez pas. Quand il va tomber en panne, tout ce que vous aurez fait avant ne servira à rien. Donc là, pour le coup, ce que je préconise, c'est ce que l'on fait. On fait un audit complet de votre copropriété avec ce que l'on peut faire, déjà si c'est faisable, dans quelles contraintes de dangerosité et de résultats, et en fonction de certains ouvrants, s'il y a des Velux, s'il y a des balcons, s'il y a des fenêtres, des terrasses, on voit où on peut faire cette installation de manière à ce que déjà elle soit fonctionnelle, et pas juste installer un ventilateur, et que ça puisse ne gêner à minima ou ne pas gêner les gens, et surtout satisfaire l'ensemble des copropriétaires. Voilà. On va prendre 2 autres questions. Monsieur. Oui, une question plus générale. Pouvez-vous expliquer en gros comment ça fonctionne, l'hygrorégulable? Parce que nous, on a un appartement, un immeuble de 16 étages. Donc, si vous mesurez l'humidité en haut, si vous faites une moyenne, comment vous réglez l'humidité dans chaque appartement? C'est chaque bouche? Alors, et puis, nous, on règle pas. Nous, on règle pas. Nous, ce que l'on doit, les fabricants ont un PV, un procès verbal sur leur bouche de ventilation. Comme je disais tout à l'heure, monsieur m'a posé la question, j'ai donné une valeur de pression. En fait, nous, dans notre installation, dans la conception de notre système, ce que l'on doit, c'est une pression de fonctionnement liée au fabricant du point le plus favorisé au point le plus défavorisé. Deuxième question. Il n'a pas fini. Autant pour moi. Dans cette plage de pression, en fait, la bouche va réguler automatiquement en fonction du taux d'humidité de la pièce où elle se trouve. Et donc, de ce fait, puisqu'elle assure son PV, on aura les débits réglementaires. Voilà. D'accord. Une deuxième question. Oui. Dans notre immeuble, il y a des tas de travaux qui durent des mois et les installateurs, ils enlèvent les bouches. Comment on peut détecter? Bon, on s'aperçoit que ça n'aspire plus, mais est-ce qu'il y a un moyen de détecter qu'il y a une bouche qui dysfonctionne? Vous ne pouvez pas. On ne peut pas. Enfin, si, vous pouvez. Au moment T, si vous faites une prise de pression sur la tête de colonne, avec toutes les bouches installées, vous allez avoir X pascal, et forcément, si une bouche ou deux sont enlevées, la pression va chuter. C'est un phénomène aérolique, puisque tout le débit et la pression va être absorbé par celui qui a enlevé les bouches. Mais il faudrait être là au bon moment, pendant que la personne ait enlevé les bouches. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à madame, d'où l'intérêt, tous les 5 ans, de déranger les gens une trentaine de minutes, ça ne me paraît pas insurmontable, que d'aller contrôler, si les gens ont investi dans un système de ventilation performant dans le cadre de la réno énergétique, d'aller contrôler tous les 5 ans l'installation, la nettoyer, vérifier qu'elle fonctionne, mais surtout, parce que c'est d'actualité aujourd'hui, malheureusement, c'est d'aller vérifier qu'il n'y ait pas eu de malfaçon faite. Voilà. On va prendre une dernière question. Je crois qu'on avait une question par là, non? Une dernière question? Pas d'autres questions? Il n'y en a plus. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup merci à vous. Alain. Je vous invite à l'applaudir.